le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux à ces 19 h pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal. Tout de suite, les sommaires. Après la levée de l'état d'urgence, la rentrée des églises a été fixée pour ce 15 août 2020. Comment ces différents lieux de culte se sont-ils préparés pour accueillir les fidèles les premiers dimanches en cette période de la Covid-19? Alors que l'OMS n'a pas encore déclaré la fin du coronavirus, bon nombre de personnes ont abandonné l'observance des gestes barrières. Nos caméras, qui ont sillonné quelques artères de la ville de Kinshasa, s'en sont rendues compte. Encore une fois, bienvenue. Avant la reprise des activités dans différentes églises, certaines mesures ont été prises par les autorités, dont la désinfection de ces lieux de culte. Notre équipe de reportage composée de Paulin Kalamba et Hugues Moussangilaï a effectué une descente à la paroisse Sainte-Anne. Nous sommes dans la commune de La Gombe pour se rendre compte de cette réalité. Suivez. Activité dans les églises, la paroisse Sainte-Anne s'apprête déjà à être sur la liste des églises qui seront en ordre pour accueillir les fidèles dès le 15 août. Dans l'enceinte, c'est la désinfection totale du bâtiment et des installations ainsi que de la cour. Ici à Sainte-Anne, nous avons commencé par tout désinfecter. Ce n'est pas le cas pour tout Kinshasa. Sainte-Anne, c'est dans la commune de La Gombe. Nous avons été confinés de façon spéciale. Il y avait des barrières partout parce que la maladie, la pandémie était à La Gombe ici. Et nous voulons que nos chrétiens soient vraiment sécurisés, pris dans de bonnes conditions. Et vous voyez, nous avons des thermoflash. Nous avons 3 entrées, une entrée principale et 2 entrées latérales, mais nous avons 4 thermoflash. Ça signifie à chaque entrée, on doit prélever la température. Mais il faut en même temps aussi se laver les mains avec du savon et les essuyer. On prélève la température et même déjà à l'entrée de la cour paroissiale, il y en a qui ne viennent pas pour la messe, il y en a qui viennent pour prier au sanctuaire ou pour visiter les prêtres. Mais on doit prélever la température à chaque entrée. Parmi les mesures édictées par l'autorité urbaine figure la distanciation physique d'au moins 1 mètre entre fidèles, le port des masques obligatoires et le lavage des mains avec du savon ou l'utilisation des gels hydroalcooliques. La santé n'a pas de prix du temps. Et l'Église de Jésus-Christ, Esprit de vérité, BIMA, s'est elle aussi conformée aux instructions données par les autorités avant la reprise ce jeudi 15 août des activités. Elle a procédé par la désinfection de ces différentes paroisses se trouvant dans la ville de Kinshasa et a remis quelques matériels anti-Covid pour éviter la propagation de cette pandémie. Patricia Bassomwanda nous en dit plus. Seigneur, tu as fait appel à tes serviteurs en cette journée pour les instruire selon les règles de l'État. Les églises disent de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ainsi, l'Église de Jésus-Christ, Esprit de vérité, BIMA, s'est conformée en procédant jeudi dernier à la désinfection de ces différentes paroisses dans la ville de Kinshasa. L'épouse du représentant légal de cette église, la prophétesse Boliandumba Stella, a procédé à la remise de matériel anti-Covid afin d'observer différents gestes barrières. Pour que le Saint-Esprit reste dans ce corps, il faudra qu'il le trouve en bonne santé. Voilà, il se doit de se protéger et protéger les autres. L'Église se doit d'éduquer aussi ses fidèles. Voilà pourquoi il a été utile d'expliquer l'usage de ces matériels ainsi que des gestes à poser à la rentrée du culte. L'Église, par ce geste, montre combien il respecte les décisions de l'État. On respecte les mesures de barrière et qu'on protège également la santé et des serviteurs de Dieu et la santé des fidèles. Nous les mamans, nous nous devons de respecter les lois car une femme éduque la nation.
Voilà pourquoi nous faisons appel à toutes de se conformer aux lois. Notons que l'Église réunit plusieurs personnes en son sein et qu'il est utile de bien éduquer la masse afin d'éviter la propagation du coronavirus. N'éditons pas qu'un esprit saint dans un corps saint. Enfin, l'heure n'est plus qu'à la rentrée du culte. Et l'hôtel de ville de Kinshasa n'a demandé aucune taxe aux églises pour la désinfection de leurs lieux de culte. Cette déclaration est de Laetitia Kabamba, ministre provinciale en charge des affaires sociales, genre et environnement, qui réagissait aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux dans ce sens. Suivons-la. Alors, d'emblée, évidemment, on a tous entendu ça dans les réseaux sociaux, comme je dis toujours. La politique des réseaux sociaux, elle est toujours à prendre avec des pincettes. Donc, je dirais qu'il n'existe aucune taxe que nous avons demandée ou que la ville a réclamée à quiconque pour devoir désinfecter ses églises. Par contre, la seule mesure, c'est ce qu'a demandé le gouverneur à tous les Kinois au regard de la pandémie qui sévit, c'est d'observer les gestes barrières. Et d'ailleurs, il y a un communiqué officiel que le gouverneur a pris il y a quelques jours. Il s'agit d'avoir à l'entrée des lieux de culte les lave-mains, les désinfectants, la prise de température, la distanciation physique. Et donc jusque-là, ce sont les mesures, et surtout le port de masque qui est obligatoire. Et donc jusque-là, c'est tout ce que la ville a demandé aux Kinois d'observer. Il n'y a pas que les lieux de culte, il y a les supermarchés qui ont les mêmes obligations et toute autre personne lambda chez lui, les sociétés, etc. Donc nous sommes allés, comme vous le savez, le président a déconfiné, a levé les mesures d'urgence step by step, comme on dit, étape par étape. Et donc il a été question dans un premier temps d'ouvrir pour les supermarchés, les restaurants, les sociétés, etc. Et maintenant que nous sommes pour la partie lieu de culte qui réunit beaucoup de monde quand même, il était aussi important, je pense, et à raison d'ailleurs, d'observer les mêmes conditions. L'épidémie du coronavirus existe en République démocratique du Congo et continue à tuer. Mais grave est de constater que le port du masque semble être négligé par certains Kinois. Le constat est de Marceline Mwakumanya sur les images de Jouzen Belebele. Le virus continue à circuler dans l'air et pour éviter toute contamination liée à la pandémie à coronavirus et se protéger, il faut absolument porter les masques dans les endroits à forte affluence humaine où la distanciation sociale à moins d'un mètre n'est pas respectée. Il est une réalité, on se protège avec le masque à longueur de journée, mais on peut aussi tomber malade avec le masque. En portant le cache-nez, je m'étouffe, surtout que je suis enrhumé. Et je ne sais communiquer parce que ma voix ne porte pas sous le masque. Ce phénomène est explicable. Quand on inspire, on prend l'oxygène et quand on expire, c'est du CO2. Mais quelqu'un qui porte le masque, quand il respire, c'est le CO2 que l'organisme a rejeté et qui est resté dans le masque qu'il réaspire. Une fois de trop dans l'organisme, le CO2 peut affaiblir le système immunitaire. Il a été établi que ce sont les postillons émis par un malade de la Covid-19 qui sont l'une des causes des contaminations. Mais à Kinshasa, on place le masque au menton quand on veut parler. Je suis en train de vendre avec les cache-nez. Je ne sais pas atteindre mes potentiels clients. Le cache-nez n'est pas une carte d'électeur pour que je le porte à tout moment. Je ne vois pas l'utilité, je les porte pour éviter les tracasseries policières. Le port du masque n'est obligatoire que dans des endroits publics ou chez les personnes malades ou suspectes. Les dernières statistiques présentées par l'INRB, l'Institut national des recherches biomédicales concernant l'évolution du coronavirus, font état de 9605 cas, dont 9604 cas confirmés et un cas probable. 238, c'est le nombre de décès et 8512 représentent les personnes
guéri. Les 17 provinces touchées se présentent de la manière suivante. Kinshasa, 7801 cas. Nord Kivu, 502 cas. Congo central, 427 cas. Okatanga, 314. Sud Kivu, 295. Lualaba, 88 cas. Ituri, 81 cas. Otuele, 42 cas. Chopo, 26. Nord Ubangi, 8 cas. Kwilu, 6 cas. Équateur, 5 cas. Sud Ubangi, 5 cas. Olomami, 1 cas. Kassai, 1 cas. Kassai central, 1 cas. Et Kwango, 1 cas. Les 5 zones les plus touchées des cas confirmés au Nord Kivu jusqu'au 12 août 2020 sont Goma, 217, Karisimbi, 176, Niragongo, 25, Walikale, 11 et enfin Beni, 8 cas. Et contrairement à la date officielle fixée le 10 août déjà passé pour la reprise des cours à Kassangoulou, précisément à l'Institut supérieur des sciences de santé et de développement dans la province du Congo central, cette reprise n'a été effective que c'est jeudi 13 août 2020. Le constat est de Popol Ziakwaou et Patrick Borel-Mokendi. Ici, nous sommes à Kassangoulou dans le Congo central, à l'Institut supérieur de santé et du développement. La reprise des cours a lieu le jeudi. On va poursuivre ce journal pour vous dire qu'en Ituri, près de 500 participants prennent part à la table ronde sur la paix et la sécurité à Komanda en territoire d'Irumu. Pendant 3 jours, les différentes communautés du territoire ont échangé sur les possibilités de mettre fin aux phénomènes de groupes armés et d'autodéfense en Ituri. Tony Nzolameso est notre correspondant sur place. Le dialogue, une culture africaine mais aussi congolaise. Dans cette salle de la cité Carrefour des Komanda remplie comme un œuf, les différentes communautés de l'Ituri et celles venues du Nord Kivu ont résolu de trouver solution aux problèmes liés à l'insécurité et renforcer la cohésion fraternelle pour une paix durable à travers cette table ronde consacrée à la paix et la sécurité en territoire d'Irumu. Durant 3 jours d'intenses travaux, le membre du gouvernement provincial, députés nationaux et provinciaux, responsables des entités locales notamment, les administrateurs du territoire, chefs coutumiers et forces vives, tous ont défilé la tribune pour identifier les causes de l'insécurité, évaluer les effets collatéraux pour des solutions durables. Dans son intervention, le vice-gouverneur des provinces, Charles Doudou Martin, qui a représenté l'autorité provinciale en mission, a transmis fidèlement son message. Le grand message que le gouverneur m'a demandé de vous transmettre. Nous devons nous mettre ensemble pour que nous puissions vivre en paix. Nous ne voyons pas le problème de nos communautés quand nous parlons de l'éradication de ces groupes armés, ce qu'il appelle la communautarisation des problèmes de chez nous. Ne nous stigmatisons pas, chacun à son niveau, qu'il puisse faire un effort pour que ces groupes armés soient éradiqués de là où nous sommes. Il y en a qui pensent que c'est en créant les groupes armés que nous allons résoudre nos problèmes. Jamais. Un message apparemment bien accueilli par la majorité des participants à ces assises. Loin de toute hypocrisie, l'occasion est donc donnée à tout participant de proposer des pistes et des solutions pour que soient conjugués au passé les conflits communautaires en territoire d'Irumu. Et ceci nous amène à parler justice dans ce journal. La haute cour militaire qui juge les prévenus généraux des brigades Wanyanga Jean Israël, poursuivi pour attentat à la pudeur et viol, a rendu ce jeudi 13 août 2020 son arrêt avant de dire droit sur la requête en inconstitutionnalité. La haute juridiction militaire a rejeté la dite exception soulevée par la défense et a ordonné la poursuite de l'instruction au fond. Patrick Borel-Mokendi.
Siégeant et statuant en matière répressive au premier et dernier ressort dans l'affaire opposant l'auditeur général, ministère public et partie civile Mwangelu Dikarine et Bonso Kayou Kasseline au prévenu général de brigade Wanyanga Muzumbi Jean Israël. Accusé d'attentat à la pudeur et viol, la haute cour militaire a rendu le jeudi 13 août 2020 son arrêt avant dire droit sur la requête en inconstitutionnalité lui déposée par le prévenu par la voix de ses avocats. Au terme de cette requête, les prévenus avaient invité la haute juridiction militaire à ordonner la surséance de la procédure suivie et à saisir toute affaire cessante la Cour constitutionnelle de la dite exception soulevée sans en examiner ni la forme ni les fonds. Le ministère public, en ses réquisitions, avait demandé à la Cour de rejeter cette requête au motif qu'elle a été déposée alors que la Haute Cour avait déjà abordé l'examen du fond de la cause. Voici la teneur de l'arrêt avant dire droit. Disant droit, la Haute Cour militaire dit que le moyen à l'appui de la demande de surséance à l'instruction de la cause sous RP 015 par 2020 est impertinent. En conséquence, elle le rejette. Elle ordonne la poursuite de l'instruction. Elle réserve les frais. L'audience de la poursuite de l'instruction au fond est donc fixée pour le 3 septembre 2020. En sport, en prélude de la reprise des activités physiques et sportives en République démocratique du Congo, le Centre national de médecine du sport que dirige le médecin directeur René Nguiébé s'est dit prêt pour accueillir les clubs, les athlètes et les sportifs pluridisciplinaires au stade des Martyrs de la Pentecôte pour les tests médicaux des pré-saisons. Les propos du docteur Lissa Roger, l'un des responsables du CNMS, ont été recueillis pour vous par Patrick Borel Mukendi et Rigo Moulopo. Oui, bon, le message à lancer, c'est l'incontournabilité de cette visite de pré-saison. Parce qu'on ne peut pas, c'est ça qui donne le visa pour pratiquer le sport. Et nous avons justement, comme j'ai dit, notre partition dans le mouvement médical, dans le mouvement sportif, c'est d'accompagner, de protéger les athlètes. Hein, donc, comme j'ai dit, on a eu des discussions avec des dirigeants et ils ont aussi reçu cette mission de faire répercuter nos échanges auprès de leurs sociétaires. Donc je crois que de ce côté-là, on n'a pas de souci. Et s'ils ont été mandatés par leurs sociétaires, et je crois qu'ils auront la facilité aussi de leur apporter bon, toutes les difficultés qu'ils ont eu à arracher. Hein, parce que la difficulté du côté médical, c'est peu importe le rabais, mais vous êtes tenu d'assurer la meilleure qualité des soins. C'est ça la difficulté. Nous sommes déjà en préparatif à l'interne et nous avons eu également des réunions déjà avec des organisations, les ententes, l'IFKI, la Linafoot, pour voir ensemble, parce que le contrôle de pré-saison dans toutes les parties prenantes doivent être briefés de la manière dont on veut conduire en fait cet exercice-là, d'autant plus qu'avec la réalité de la pandémie, donc il y a un certain nombre de choses qu'il fallait intégrer. Nous étions déjà même en contact avec l'INRB du professeur Mouyembe, justement pour voir comment on peut intégrer tous ces aspects-là dans le cadre de ce contrôle-là. Les condensés de l'actualité africaine, en bref, avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique, VOA. Les inondations au Niger ont fait 33 morts et plus de 80 000 sinistrés. Parmi les régions les plus touchées figurent Maradi dans le centre-sud, Tawa et Tillabéri dans l'ouest et Dosso dans le sud-ouest. En Côte d'Ivoire, les violences suscitées par la décision du président Alassane Ouattara de briguer un troisième mandat ont fait au moins 4 morts. Selon diverses sources, des affrontements ont opposé les partisans de M. Ouattara à ceux du candidat rival Henri Konan Bédié dans la ville centrale de Daoukro. Selon les chiffres de l'ONU, 1315 personnes ont été tuées au cours du premier semestre 2020 dans l'est de la RDC. De nombreux groupes armés opèrent dans cette région notoirement instable depuis 3 décennies. Le Premier ministre égyptien Moustapha Madbouli effectuera samedi une visite officielle à Khartoum sur fond de tension avec l'Éthiopie concernant la construction d'un méga barrage sur le Nil bleu. Addis Abeba estime que le barrage est essentiel pour son développement économique, tandis que Khartoum et le Caire craignent une restriction de leur accès aux eaux du Nil. Et l'actualité internationale en dehors de l'Afrique.
Bars, restaurants, cinéma ou salles de spectacle, sous la menace d'un reconfinement dans 2 départements. Paris et les Bouches-du-Rhône passent en rouge, en zone de circulation active du virus. L'hypothèse de ces restrictions a été évoquée par le ministre de la Santé. Les préfets, en consultation, en concertation avec les élus, pourront être amenés, si la situation épidémique l'exige, à prendre de nouvelles mesures, comme des modulations d'ouverture de certains lieux, par exemple. Conséquence, les préfets de Paris et des Bouches-du-Rhône auront la possibilité d'appliquer de nouvelles mesures, le cas échéant, comme la limitation des déplacements, la fermeture de certains commerces, comme les bars ou les restaurants, le port du masque obligatoire ou encore la protection des personnes âgées et handicapées. Des règles strictes qui divisent ces Parisiens. Ça serait peut-être une bonne chose pour éviter les propagations. Non, faut pas que ça ferme. Hein. Ah non, parce que déjà la casse économique, au mois de septembre et d'ici la fin de l'année, ça va être catastrophique. Hein. Si c'est pour une question de santé, je vais dire non, ça me gênerait pas. Par contre, oui, c'est vrai que c'est un peu embêtant d'être en restriction. Si Paris et les Bouches-du-Rhône sont dans le collimateur des autorités, c'est que leur taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées pour 100 000 habitants, sont parmi les plus mauvais de France. 62,1 à Paris, 47,3 dans les Bouches-du-Rhône, le seuil d'alerte se situe à 50. Un taux d'incidence particulièrement élevé, en raison notamment de la hausse des contaminations chez les plus jeunes. Le 15 août à 4 h du matin, les voyageurs arrivant de France ne seront plus les bienvenus au Royaume-Uni. Après l'Espagne, la Belgique et Andorre, la France rejoint la liste des pays classés rouges outre-Manche. Les voyageurs en provenance de l'Hexagone, mais aussi des Pays-Bas, de Monaco et de Malte, seront désormais soumis à une quatorzaine dès leur arrivée sur le sol britannique. People will be required to follow that, and that's to make sure that we protect the incredibly hard work people have done in the United Kingdom to get our numbers down. Une décision que regrette l'Hexagone qui envisage d'imposer une mesure similaire. Une décision britannique que nous regrettons et qui entraînera une mesure de réciprocité en espérant un retour à la normale le plus rapidement possible. Une mesure prise tardivement qui ne laisse que peu de temps aux 500 000 Britanniques en vacances sur le sol français pour éviter une isolation à domicile forcée. Le Royaume-Uni est le pays le plus touché d'Europe avec plus de 41 000 décès recensés depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Le pays enregistre encore plus de 1000 nouveaux cas positifs chaque jour. Si vous n'avez peut-être pas eu le temps de feuilleter les journaux parus ce matin dans la capitale Kinshasa, Patrick Polidor Ngazami l'a fait pour vous. Revue de presse. La prédation organisée des finances publiques en RDC est réelle. La lutte contre la mauvaise gouvernance l'est aussi. Et dans le cadre de cette dernière, annonce le phare des dossiers de gestion des fonds de la Covid-19 et certains faits sur les comptes généraux du Trésor par la Banque centrale du Congo ont été transmis à la justice par l'Inspection générale des finances afin de permettre à l'État congolais de rentrer dans ses droits. Ce transfert intervient après que les inspecteurs de cette structure, c'est-à-dire l'IGF, aient terminé le travail de 2 des 4 missions qu'elle avait déployées. Pour le phare, avec ce travail réalisé, l'Inspection générale des finances frappe déjà. Toujours dans le cadre de la lutte contre la mauvaise gouvernance, le vrai modérateur revient sur l'affaire 100 millions de dollars de Mutanda Mining pour annoncer que le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, et l'ancien ministre des Finances, Henri Yves Moulang, ne se sont pas présentés au parquet près la cour d'appel de Kinshasa où ils étaient convoqués. Ils ont donc zappé la justice. Bien que s'étant fait représenter par leurs avocats, les 2 personnalités ne semblent pas apaiser la justice qui estimerait peu convaincant les motifs de leur absence. Conséquence, pour le vrai modérateur, risque des mandats d'amener. Prédiction prophétique ou provocation, c'est la question que l'on se pose en lisant la manchette de Écho de l'UDPS. En effet, fait savoir cet hebdomadaire, le président ad intérim de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, a annoncé aux militants de son parti, se référant à un passage biblique, que le FCC qu'ils voient aujourd'hui, ils ne le verront plus jamais, comme Moïse qui disait aux Israélites, citation, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. »
C'est dire, écrit le journal, que les temps deviennent durs et que l'UDPS avec ses alliés n'auront plus à cautionner les bavures de tous ordres orchestrées par le FCC, son partenaire de coalition. Et toujours par rapport à l'UDPS, Human Rights Watch alerte sur la mort de 4 militants de l'UDPS dont les corps ont été repêchés dans la rivière Lubumbashi dans le Katanga au lendemain des manifestations du 9 juillet dernier. L'ONG internationale Human Rights Watch, qui accompagne les ONG locales de défense des droits de l'homme et pour qui ces 4 militants auraient apparemment, comme le rapporte La République, été assassinés, appelle à l'ouverture d'une enquête approfondie et crédible sur leur mort, une enquête exhaustive, indépendante et impartiale. Forum des As est préoccupé par la réouverture des aéroports, ports, boîtes de nuit et églises ce samedi, car, estime-t-il, le plus dur va commencer pour les dirigeants congolais. Le quotidien évoque la difficulté qu'il y aura de faire respecter la distanciation sociale dans les églises de réveil, les aéroports et ports, ainsi que dans les boîtes de nuit où il y a certainement d'importants mouvements de masse. D'où la nécessité de renforcer la vigilance. Enfin, au vu des grèves à répétition qui gangrènent l'université de Kinshasa, Congo Nouveau se demande s'il faut, oui ou non, arrêter le dialogue avec les professeurs. Si le gouvernement veut aider les étudiants à bien étudier comme l'avait promis le chef de l'État lui-même le jour de la reprise des cours, écrit le journal, il doit accepter de dialoguer avec la Plukine afin de répondre à leurs doléances. Dans le cas contraire, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, doit prendre la décision de tout arrêter afin d'assainir le milieu et de repartir du bon pied, car les revendications des professeurs de l'UNIKIN risquent d'avoir un effet d'entraînement et de gagner tout le pays. Voilà qui justifie le titre « Et si Félix fermait l'UNIKIN ?» Bonsoir. Et c'est par cette belle revue de presse que nous mettons un terme à cette session d'information. Mais avant de nous séparer, les rappels des titres. Après la levée de l'état d'urgence, la rentrée des églises a été fixée pour ce 15 août 2020. Comment ces différents lieux de culte se sont-ils préparés pour accueillir les fidèles les premiers dimanches en cette période de la Covid-19? Alors que l'OMS n'a pas encore déclaré la fin du coronavirus, bon nombre de personnes ont abandonné l'observance des gestes barrières. Nos caméras, qui ont sillonné quelques artères de la ville de Kinshasa, s'en sont rendues compte. C'est la fin de cette grande édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir chaleureusement reçu dans vos maisons. Ne nous quittez pas encore parce que tout de suite, vous aurez le journal de l'économie qui vous sera présenté par Africa Mujinga. Au revoir. Bonsoir et bienvenue dans ce journal de l'économie. Au sommaire des titres, bientôt la place échangère sera réhabilitée sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer en économie. Nous l'avons annoncé au sommaire, la place de la reconstruction, communément appelée place échangère, sera bientôt réhabilitée sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et cette place pourra, au besoin, contribuer au développement économique de la République démocratique du Congo. Suivi. Construit en 1969 sous le régime du président Mobutu, le monument Lumumba, communément appelé échangère et baptisé la place de la reconstruction, sera bientôt réhabilité sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes en train d'espérer que le président Tshisekedi pourra achever l'œuvre commencée par Mobutu, parce que ce n'est pas pour rien que nous avons vu ces conseillers qui sont venus ici
son conseiller chargé des infrastructures, chargé de l'investissement ou des investissements, chargé de la culture et des arts et chargé de l'environnement. Et avec cela, nous pensons que ce site pourra être un site de la grandeur du Congo, parce que si ça s'achève, ça pourra même générer beaucoup de recettes à la République. Parce que je me souviens de certains sites à travers le monde que nous avons pu visiter, où pour y accéder, vous payez $50. Et je me souviens qu'il y a une fois où on n'a pas réussi à visiter tellement il y avait des touristes, n'est-ce pas? Vous n'avez même pas l'occasion d'y accéder tellement il y a des touristes. Alors je crois que si ce site prend la grandeur lui donnée par son concepteur, on ne va pas dire que l'État n'a pas d'argent, parce que ce sera un site où les Congolais et même les Africains ou même tous les vivants qui sont à travers le monde pourront nous visiter. Et peut-être pas seulement les touristes, mais les différentes activités des gens à travers la ville de Kinshasa. Et les gens peuvent venir même des autres provinces pour dire voilà, je veux aller me marier là où se trouve la vitrine du Congo. Comment générer des recettes à partir de cette bâtisse? Si on peut terminer tous les travaux, si vous voyez, il y a les 4 colonnes qui sont là. Dans la vision du concepteur et du constructeur, de l'architecte, on n'allait pas voir les 4 colonnes ici. Il y aurait un mur de dehors avec les différents niveaux. Si vous voyez bien, il y a au moins 6 étages pour arriver à 210 mètres. Il y a 6 étages. Et dans ces 6 étages ici, il y a, dans chaque plateforme, il doit y avoir des activités. Soit un restaurant, soit des boutiques de souvenirs, et autant d'activités qu'on peut avoir ici pour générer des fonds pour l'État congolais. Et sachant que depuis 2015, le site est classé comme site du patrimoine congolais, les biens de l'État qui est classé, le musée a l'idée d'ailleurs de socler la plaque de classement. Quand nous regardons bien la construction, nous allons voir qu'il y a toujours une particularité. La grande particularité, moi je dirais que même quand nous travaillons avec les artistes, vous allez voir que quand l'artiste fait une œuvre, il sait comment commenter par rapport à l'œuvre et tu sais retenir. Parce que chaque œuvre a un message. En regardant aussi l'échanger, quand le président Mobutu créait l'échanger, il avait un message qu'il voulait adresser à la nation congolaise, à la population et tout ça, malgré qu'il n'est plus là, mais le message restera dans la mémoire de chacun de nous. Parce que si nous regardons bien nos 4 colonnes, nous allons comprendre que tout ça c'est l'histoire. Parce que quand le président Mobutu disait que nous voulons avoir un seul peuple, nous voulons avoir un seul président, parce que quand il parlait Papa Bo Moko, Mamadou, il voulait que nous tous nous soyons unis. Pour rappel, la place de la Reconstruction est située à l'Échangère, dans la commune de Limete. Le monde entier a célébré la Journée internationale de la jeunesse le 12 août 2020. Daï Lambouch est allé à la rencontre d'un jeune entrepreneur congolais qui se nomme Clester Mboma. Clester Mboma a partagé son expérience avec nous. Suivez. Clester Mboma est un entrepreneur congolais depuis 6 ans. Il dirige une entreprise spécialisée dans l'infographie et dans la vente de fournitures de bureaux. Son début n'a pas été facile. Je suis propriétaire de cette boîte que vous voyez. Et malgré le vent et marées, on se bat. Les difficultés, il y en a autant. D'abord, il y a une concurrence. Je dirais peut-être de loyale parce que nous, les jeunes Congolais, nous souffrons par les financements. Il fallait épargner autant d'années, 110, 25, pour arriver à ces moments. Puis les expatriés qui viennent avec d'autres facilitations politiques ou militaires ou quoi que ce soit et qui nous mettent pas à l'aise en fait. Son souhait est de voir le gouvernement central de la RDC promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. Mon premier souhait est que la jeunesse congolaise en tout cas, africaine en général,
puissent être conscients au moins de ce que nous vivons et ce qu'on peut faire. Les États africains doivent prendre en charge la jeunesse pour que l'histoire avance. Sinon, nous allons fonder notre économie sur les expatriés qui, eux, ne stockent pas leur argent chez nous et puis le pays va toujours tourner en rond. Les pays africains vont toujours tourner en rond. Cléster Mboma emploie plus de 8 personnes dans sa boîte. Suite à la pandémie de la Covid-19, seulement 3 personnes font les services minimum. Ces jeunes entrepreneurs doivent servir de modèle à la jeunesse congolaise. Puis la fondation Denise Nyakiro Tshisekedi a lancé le mardi 4 août 2020 une nouvelle campagne d'autonomisation des femmes vendeuses ambulantes de pain. Le coup d'envoi de cette opération a été donné dans la commune de Mongafula et de Selembao. C'est un reportage signé Willy Kacha et Patrick Borel-Mukendi. La journée de ce mardi 4 août 2020 n'a pas été de tout repos pour la première dame. Denise Nyakiro Tshisekedi, qui a toujours placé la femme démunie au centre de ses préoccupations, a entendu le cri de cœur de vendeuses de pain. Elle a été dans la commune de Mongafula et de Selembao pour assister ces femmes dont la vente de pain est devenue leur travail de tous les jours pour nourrir leur famille. Partout où elle est passée pour approvisionner les vendeuses de pain, l'impression était plutôt bonne. esengo na ngai alikuwa mama yeboye toyebi tobiki mpo mama atikaka bana na ye te mama nde alamukaka 4 mpona koya kozwa mapa esengo na ngai aza mpenza ya makasi elekeli nga mingi mama nasepeli makasi koya mama président oyo aza mama na biso oyo biso tolingi mingi président Faci aza président na biso oyo toya kovote na sambula oyo azolongola biso biso ya biso Faci beto tolela oyo ya tro papa. Merci de se la présence à maman. Dans l'entretemps, pendant sa présence dans différents sites, la présidente de la fondation, Denise Nyakiro Tshisekedi, a rappelé aux femmes vendeuses le respect des gestes barrières qui restent de stricte application malgré la levée de l'état d'urgence sanitaire. Par ailleurs, le même geste a été posé à l'endroit des vendeuses de fruits et légumes dont le courage a attiré l'attention de la première dame. Elles ont également bénéficié de la campagne d'autonomisation lancée par la maman de tous les Congolais et Congolaises. Il s'est signalé qu'après Selembao et Mongafula, la première dame poursuivra cette opération dans d'autres municipalités. Parlons de l'évolution des prix des produits de première nécessité à Matadi, dans la province du Congo central, puis à Kinshasa, capitale de la RDC. Le taux d'échange de ce vendredi 14 août 2020 à Kinshasa, 10 $ américains valent 20 000 francs congolais et 1 $ américain vaut 2 000 francs congolais. Ça n'est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Les prochains rendez-vous pour l'économie, c'est les mardis. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez branchés sur le programme de la chaîne des références Antena. Au revoir.